Bienvenue à Afrique Presse, l'émission débat RFI TV5 Monde consacrée à l'actualité africaine et internationale de la semaine. À mes côtés, Hassan Diop de Radio France Internationale, Marie-Roger Biloa d'Africa International et Malik Diawara du Point Afrique. Au sommaire, le Zimbabwe, à un mois de la première élection post-Mugabe, Emmerson Mnangagwa, en campagne à Bulawayo, dans le sud du pays, a échappé à un attentat la semaine dernière. L'explosion d'un engin non identifié a fait 2 victimes et une dizaine de blessés. Le successeur de Robert Mugabe écarte la thèse d'un complot ourdi par l'opposition et accuse une faction au sein de la ZANU-PF, la génération 40, favorable à l'ex-première dame Grace Mugabe. CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, nouveau centre d'intérêt pour les pays du Maghreb. 3 nouveaux membres devraient intégrer le marché commun sous-régional de 200 millions de personnes, dont le sommet ordinaire se tiendra fin juillet à Lomé. La demande d'adhésion du Maroc est antérieure à celle de la Tunisie et de la Mauritanie. Cette dernière avait quitté l'organisation il y a 18 ans. Sorti indemne le week-end dernier d'un attentat en pleine campagne électorale, le favori à la présidentielle du 30 juillet, Emmerson Mnangagwa accuse les partisans de l'ancienne première dame, Grace Mugabe, le reportage de Thibaut Cavaillès. Ce devait être un meeting électoral comme un autre, à quelques semaines des élections générales. Un meeting du parti du président zimbabwéen, candidat à sa succession, en sa présence, dans la 2e ville du pays. Mais à la fin du rassemblement, alors qu'Emmerson Mnangagwa et son équipe quittent la tribune, le président est sain et sauf, mais plusieurs représentants politiques sont blessés, dont l'un des vice-présidents zimbabwéens. Pour Emmerson Mnangagwa, très vite réapparu ce samedi après-midi devant une caméra, cela ressemble à une tentative d'assassinat. Ça a explosé à quelques centimètres de moi, mais ce n'était pas mon heure. Ce n'est pas la première atteinte à ma vie. J'ai l'habitude, c'est normal. L'explosion a eu lieu dans une ville considérée comme le bastion de l'opposition, mais pour celui qui en était la cible, cela n'a rien à voir. Je ne pense pas que ces mauvaises personnes soient de Bulawayo. Ils doivent venir d'ailleurs. Les gens d'ici étaient heureux de me voir et j'étais heureux de les voir. Ceux qui ont fait ça sont des gens d'ailleurs. Ce sont mes ennemis habituels. Les tentatives ont été nombreuses. En effet, l'an dernier, alors qu'il n'était que vice-président, Mnangagwa assurait avoir été victime d'un empoisonnement. Celui qui avait pris la suite fin 2017 de Robert Mugabe, en tête aujourd'hui dans les sondages, a vite repris sa campagne. Peu après l'explosion, il se rendait à l'hôpital voir les blessés et condamnait l'attaque sur Twitter. Une attaque qui intervient le jour même de l'arrivée dans la capitale de 40 premiers observateurs européens. Ils s'assureront que le scrutin du 30 juillet se déroule de façon régulière dans un pays où les élections étaient jusqu'à présent entachées de fraude. Hassan Diop, l'attentat n'a pas été revendiqué par Emmerson Mnangagwa, mais il accuse la faction favorable à l'ex-première dame, Grace Mugabe. Quelques jours avant la démission de Robert Mugabe, en novembre, elle avait demandé le limogeage de ce dauphin devenu encombrant. Tout à fait, oui. Mnangagwa, dans une interview cette semaine à la BBC, nos collègues de la BBC a affirmé effectivement qu'il s'agissait d'une... Enfin, il a mis la responsabilité de cette attaque, même s'il n'a pas avancé de preuves, donc la responsabilité de cette attaque sur cette faction qui serait restée fidèle à Grace Mugabe. En somme, une affaire de famille, c'est-à-dire que pour l'instant, depuis l'éviction de Robert Mugabe du pouvoir, d'ailleurs éliminé par la ZANU-PF, c'est-à-dire par sans doute ceux qui dominent au sein de cet appareil, dont les partisans de Mnangagwa. Et le soutien de l'armée. Et avec le soutien de l'armée, évidemment, aujourd'hui, il y a sans doute des tendances. Et que la rectification, entre guillemets, la remise ou la fin de ces clivages ou de l'existence de ces factions contraires n'interviendra sans doute qu'après l'élection présidentielle, si toutefois cette élection est remportée par Emmerson Mnangagwa. Ce qu'il faut retenir dans cette affaire, c'est que dès lors où Mnangagwa pointe du doigt une faction de la ZANU-PF, au moins il innocente aussi l'opposition, c'est-à-dire la principale force de l'opposition, le MDF, qui aujourd'hui
Tsvangirai. Pas Morgan Tsvangirai, c'est Chamisa qui lui a succédé, puisque Tsvangirai, le pauvre, est décédé il y a quelques mois de ça, des suites de maladie. En fait, j'ai presque envie de dire, c'est un peu tragique, parce qu'il y a eu quand même 2 morts. Je pense que cet attentat contre ce meeting électoral du président Mnangagwa, c'était sans doute l'événement le plus significatif de cette campagne électorale, où le sortant fait face à 23 candidats, et il est fort à parier que c'est Mnangagwa qui va garder les rênes du pouvoir et qui va sans doute être élu dès le premier tour. En tout cas, il est présenté comme le favori. Hein. Il est largement favori parce qu'il dispose de moyens énormes que les autres candidats n'ont pas. Marie-Roger Biloa, les caciques de la ZANU-PF seraient-ils mécontents des options prises par Emmerson Mnangagwa qui estime, qui veut réformer le pays après avoir été le patron de l'armée et de la sécurité? Alors, absolument, c'est intéressant parce que y a la personnalité de Emmerson elle-même. Hein, on sait que c'est lui qui était l'âme damnée de Mugabe, qui a mené toutes les basses œuvres, notamment la répression dans le Ndebeleland, où il y a eu des milliers de morts. 80 000. Exactement, c'est quelque chose d'énorme qui ne peut pas ne pas avoir de suite. Ensuite, il y a une autre possibilité, Hassan a un petit peu évoqué, c'est que au sein de l'armée, celui qu'il a nommé vice-président, qui était responsable de l'armée sous Mugabe, et c'est lui qui l'a poussé dehors d'ailleurs, Constantino Chiwenga, il est considéré comme son rival. Et le coup, à mon avis, ne peut pas venir de l'extérieur. Et ne peut même pas venir des partisans de Madame Grace Mugabe, même si elle est mécontente, même si ils sont prêts à tout peut-être pour stopper Mnangagwa, mais ils n'en ont pas le pouvoir. La force de Mnangagwa, c'est de maîtriser l'armée. Il maîtrise l'armée, mais c'est assez fort, mais en même temps, le problème ne peut venir que de là. C'est pas de l'opposition. Et troisièmement, notre possibilité, c'est que, bon, c'est des gens qui sont à l'extérieur, mais enfin, ça montre quand même le mécontentement vis-à-vis de Mnangagwa. C'est que lorsqu'il était ministre de l'Habitat, il a fait expulser des gens vraiment au bulldozer, des quartiers entiers, avec 600 000 personnes déplacées qui, comme par hasard, étaient surtout des partisans de l'opposition, n'est-ce pas? Et enfin, en 2008, quand il y a eu les élections très contestées de Mugabe, c'est lui qu'on accuse d'avoir poussé Mugabe à une répression terrible. Il y a eu à peu près 300 morts du côté de l'opposition. Donc ça fait que c'est une personnalité très, très clivante. Et au sein de l'armée, on a vu les bombes, on peut dire aussi les grenades. On sait que ça venait de l'armée. Et ce qu'il va essayer de réformer maintenant, c'est peut-être de défendre son clan, parce que c'est un peu ça. On l'a accusé aussi de s'être beaucoup enrichi avec les mines d'or de RDC. Oui, complètement, on ne sait pas. Bon. Donc, la personnalité de Mnangagwa, à mon avis, c'est là qu'est le problème. C'est même pas Grace. Grace n'a pas beaucoup de pouvoir. C'est au sein de l'armée, où il y a beaucoup de rivalité, et même le fameux Chiwenga qui est vice-président n'est pas très content, c'est lui qui a poussé Mugabe dehors, et c'est l'autre qui va être président. Donc il y a beaucoup de soucis à ce niveau-là. C'est vrai que Malick Diawara, c'est une situation atypique que connaît le Zimbabwe, parce que malgré le départ de Robert Mugabe, ce coup d'État qu'il a poussé vers la sortie, le parti est resté le même depuis 37 ans, c'est la ZANU-PF qui gère le Zimbabwe, et puis les acteurs sont toujours les mêmes, comme le rappelait Marie-Roger Biloa. Est-ce qu'on ne peut pas se poser la question de savoir si aujourd'hui, en fait, au Zimbabwe, même s'il y a eu un coup d'État et que Robert Mugabe est parti, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question de savoir que finalement, rien n'a changé ou presque? Oui. Je pense qu'on peut vraiment aller dans ce sens, parce que justement, au regard de ce que Marie-Roger disait tout à l'heure, je dirais que c'est presque un combat, bon, comment expliquer ça, camouflé, on va dire, entre diverses personnalités donc, de l'armée. C'est une affaire de famille. Voilà, c'est une affaire de famille. Et ce qui est extraordinaire,
c'est que Mnangagwa n'a même pas essayé de dire que c'est l'opposition. Donc ça veut dire que lui, il sait que son problème numéro un se trouve à l'intérieur. Alors cela présage peut-être, je dirais, c'est d'une manière d'anticiper aussi des difficultés qui vont venir, parce qu'il va falloir faire des réformes sur le plan économique, qui sont quand même des réformes de grande importance, la réforme foncière, etc., remettre le pays à flot, s'ouvrir, et là il a fait toute une démarche, je dirais, de séduction au niveau international, rassurer, parce qu'on ne sait plus trop quand aujourd'hui on n'a pas trop de visibilité vraiment sur le plan politique. Évidemment, il y a eu cet attentat, donc ça va peut-être consolider un peu, etc. Ça va peut-être l'aider à être un peu plus légitime. Et à faire une purge après. À faire une purge. Il attend les élections, il y aura une purge terrible. Hassan Diop. C'est exactement. Comment justement. C'est à quoi j'ai pensé. Je pensais, et que j'ai tenté d'expliquer au début de mon intervention, c'est qu'effectivement, il attend probablement d'être confirmé à sa place avec la légitimation des urnes, et puis ensuite de se livrer à des purges. Et ça, on va y arriver. Et se livrer à des purges, c'est pas forcément la décision du président d'aller arrêter Mme Grace Mugabe pour l'envoyer en prison. Et le recours à la justice suffira, tout simplement parce que Mme Mugabe traîne pas mal de casseroles, notamment sur des faux diplômes, l'argent, où est partie les prévarications, même si M. Mnangagwa et son clan se sont aussi enrichis sur le dos de la bête. Mais il n'empêche qu'effectivement, à mon avis, encore une fois de plus, c'est une affaire de famille. Et ce qu'on peut retenir, c'est qu'une fois que M. Mnangagwa sera confirmé, eh bien, il va se débarrasser de ceux qui pourraient lui nuire. Et qu'effectivement, ça ne s'arrêtera peut-être pas uniquement au clan pro-Mugabe ou pro-Grace Mugabe. Moi, je voudrais ajouter le fait que aussi, il aura peut-être intérêt, et il le fera avec d'autant plus de force, qu'il faudra faire taire ceux qui savent. Absolument. Voilà. Et donc ça, à mon avis, ça va être... Mais alors, Marie-Roger, les attentes de la population sont quand même très grandes. Elles espèrent un retour des belles années de la Rhodésie. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on attend des réformes. Et il faut noter que le même jour, il y a eu un attentat en Éthiopie. C'était aussi un meeting avec un nouveau Premier ministre qui est réformateur. C'est-à-dire à partir du moment où dans des systèmes qui sont un petit peu, je dirais, des partis-États un peu congelés, comme l'était celui de Mugabe. À partir du moment où on commence à toucher, à faire un peu quelques réformettes, parce que là, il n'a pas encore les coups des franches, il attend la fin il attend les élections, mais quand même, dès que ça commence à bouger, on entre tout de suite dans la zone de danger. On a vu en Éthiopie, bon. Mais les réformes à venir sont assez, sont ambitieuses. Mais cela dit, il y va de sa survie. S'il ne fait pas ces réformes, il est mort. Comme l'a dit Malik, il a commencé déjà à faire, j'allais dire, des avances à la communauté internationale. Je sais que les hôtels sont pleins à Harare en ce moment de gens qui veulent voir les possibilités d'investissement, etc. Il est très pro-business, il veut tout faire en même temps. Et bon, donc, on va voir, il y a une attente énorme, mais l'opposition est sur ses gardes. L'opposition qui est très affaiblie parce que le nouveau a perdu son leader charismatique. Absolument. Et en plus, elle n'est plus tellement soutenue par, je dirais, la communauté blanche, tout ce qui finançait par derrière, parce qu'on se dit que peut-être Emerson, qui arrive avec, je dirais, des propos très engageants pour la communauté des affaires, va peut-être être de leur côté, va peut-être restituer certaines terres, peut-être, etc. Donc, il y a des lobbies, je dirais, des anciens fermiers blancs qui soutiennent aussi, on a vu qu'ils soutiennent aussi Emerson. Donc, bon, je pense qu'il n'y aura pas déjà... Il va probablement être élu. Malik Diawara, pour terminer sur le Zimbabwe, pour la première fois en 37 ans, ces élections générales acceptent la venue d'observateurs de l'Union européenne. C'est tout de même un gage de transparence. C'est un gage de transparence, mais en même temps, il faut faire attention. Je crois que ce n'est pas parce qu'il y a des observateurs que les élections se passent bien. Surtout que quelquefois, les observateurs, je ne sais pas si... C'est un gage d'ouverture. Oui, voilà. C'est la première fois. Hein. Voilà, disons que 37 ans, c'est la première fois. Il y a eu des observateurs de l'Union africaine, déjà, sous Mugabe, mais vous vous souvenez. Les étrangers. Voilà. Oui. Mais je pense aussi que ça rentre dans sa stratégie, je dirais, de séduction. Parce qu'il faut montrer que sur le plan politique, c'est stable. Il faut
gérer. Il faut donner des gages. Exactement. Il faut donner des gages. Les observateurs aujourd'hui. Et puis après, pour tout ce qui concerne les réformes, etc., bon, ça, c'est la partie économique. Mais il faut d'abord que les gens soient rassurés. Parce qu'aujourd'hui, quand on pense Zimbabwe, on pense politique. On a oublié que c'était un pays extrêmement riche. Moi, je me rappelle à une certaine époque. Sur le plan agricole. Sur le plan agricole, c'était quand même l'un des tout premiers, producteurs de tabac. Et maintenant, ils ont des diamants. Au moment où l'Afrique du Sud était sur le point de s'ouvrir, honnêtement, on disait que les pays phares en Afrique australe, c'était le Zimbabwe et l'Afrique du Sud. Et franchement, aujourd'hui, il n'y a pas photo entre les deux pays. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un grand écart à combler. À présent, la CEDEAO, le Maroc, la Tunisie et la Mauritanie, aux portes de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, un marché commun qui compte 200 millions de personnes et qui ne manque pas d'attrait pour les nouveaux adhérents, 60% des terres arables et de nombreuses matières premières à Hassan Diop. Oui, alors je pense que cet embouteillage à la porte de la CEDEAO en provenance du Maghreb signifie la mort de l'Union du Maghreb arabe d'abord. C'est-à-dire que sur les 5 pays qui ont constitué cette entité, souvenez-vous, en 1989 à Nouakchott, eh bien 3 sur 5 veulent maintenant intégrer une organisation subsaharienne. Mais oui, c'est du réalisme tout simplement. C'est que en fait, il s'agit de regarder, il ne s'agit même pas de raisonner en termes de chiffres, il s'agit de regarder pourquoi les Chinois se ruent en Afrique, pourquoi les Occidentaux continuent de lorgner sur l'Afrique subsaharienne, etc. etc. Et alors, évidemment, alors ils se disent, mais nous sommes sur le continent, profitons-en. Et c'est ce qu'ils font. Et le Maroc, effectivement, de ce point de vue, je crois, a ouvert le chemin. Il y a 2 longueurs d'avance. Avec 2 longueurs d'avance. Mais en fait, le vrai précurseur, c'était Kadhafi. Sauf que Kadhafi liait ses investissements à une espèce de domination arrogante, on a vu au Mali, etc. C'est-à-dire que quand il apportait de l'argent pour investir dans l'hôtellerie, etc., lui-même se transportait comme le vice-roi du pays, etc. C'était teinté d'une idéologie ou d'un sentiment... Ça, c'était du folklore. Voilà. Bon. Alors que le roi du Maroc, lui, effectivement... Il a une stratégie. Il a une stratégie, il n'arrête pas de... Kadhafi en avait une aussi. Oui, mais pas la même, beaucoup plus attractive, plus respectueuse. Il multiplie les voyages, etc. Il investit, il y a de l'argent, etc. Il rachète des banques et tout. Il y a d'ailleurs là-dessus pas mal de théories, plus ou moins fâcheuses. Mais enfin, reste que voilà, l'Afrique, effectivement, le fait que ces pays du Maghreb veulent se tourner vers la CEDEAO, ça veut dire qu'il y a des signes de vitalité en Afrique subsaharienne, contrairement à ce que l'on dit. Mais il ne faut pas que ce soit un marché de dupes. Il ne faut pas que ce soit au détriment des autres composants, c'est-à-dire des autres pays de la CEDEAO, de se voir dominer par des structures qui... Malik Diawara, est-ce qu'on assiste à une redéfinition des traditionnels espaces économiques aujourd'hui avec justement cet attrait de la CEDEAO pour les pays du Maghreb? Ma lecture de tout ça, c'est certainement qu'effectivement l'Afrique est une nouvelle frontière, qu'on a un espace qui fonctionne quand même globalement pas mal, en tout cas qui a une ambition d'unité africaine bien affichée sur le plan des passeports, sur le plan de l'espace économique, et puis il y a le Nigeria quand même qui est un très grand marché. Mais je crois que la démarche des 3 pays ne s'inscrit pas dans la même logique. Un pays comme le Maroc, pour moi, je dirais, continue un peu quelque part son histoire africaine. Je m'explique. Quand on regarde l'histoire des grands empires africains, qu'il s'agisse de l'empire du Ghana, de l'empire du Mali, de l'empire Songhai, etc., à des moments cruciaux, il y a toujours eu des Marocains qui sont intervenus d'une façon ou d'une autre. La dynastie des Idrissides, justement, qui sont considérés comme les trucs, il y avait des personnes qui étaient d'origine subsaharienne. Mais il y a la même proximité avec la Mauritanie aussi. Non, oui, mais non, attention. La différence, c'est que le Maroc a gardé un lien... Ouais. Et notamment par le biais religieux de la Tijania. Tout à fait. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que l'histoire militaire de départ est devenue après une histoire religieuse. Après, elle est devenue par le biais de la Tijania, voilà. Et aujourd'hui, une histoire économique. Elle est devenue une histoire politique au moment de la naissance de l'organisation de l'unité africaine avec le groupe de Casablanca, etc., etc. Et aujourd'hui, une histoire économique. Voilà, c'est devenu un truc économique. Parce que l'ambition du roi du Maroc, c'est de faire de Casablanca la porte de l'Afrique. Mais c'est le hub. C'est-à-dire, moi, je vois bien le moment de basculement. C'est-à-dire qu'il y a eu une structure qui s'appelle le Casa Finance City, Casablanca Finance City. Au début,
tout le monde disait que c'était de la com, c'est-à-dire effectivement c'était de la com. Ils ont convaincu tout le monde. Ils disaient Casablanca, c'est le hub, c'est le hub, c'est le hub. Oui, mais est-ce que ça ne sera pas au détriment du Nigeria? Est-ce que ça sera pas alors, au détriment je pense que je non. vous écoute. Marie-Roger Bilois. Franchement, je vous écoute. Et la question principale, c'est qu'est-ce qu'en tirent les pays Oui, c'est ça, subsahariens? absolument. C'est la question principale. Non. Tu peux faire tout Moi, l'historique. je pense que la question, c'est qu'est-ce qu'en tire l'Afrique? N'oublions pas c'est pas l'Afrique en général. Non, les mais- pays mais on commence par les régions. Non, On commence par les régions. la région dont on parle. On commence Qu'est-ce qui par les en tire? régions. Je te dis un truc. Là, aujourd'hui, le Maroc sort ses atouts. On sait, le Maroc sait les avantages qu'il peut tirer de son adhésion à la bien CEDEAO. sûr. Mais les pays africains, heureusement, je me dis, heureusement qu'il y a le Sénégal, heureusement qu'il y a le Nigeria. C'est les deux pays qui questionnent cette affaire en disant qu'est-ce que ça nous apporte. Alors, je suis contente que tu parles de tous ces liens, beaucoup, les historiques avec. Mais qui c'est qui a contesté cette affaire? C'est l'entrepreneuriat sénégalais qui se sont dit c'est très bien, mais Oui, Mais il y a une forte caution de la Côte d'Ivoire voilà. en faveur du attention, Maroc. ce que je veux Mais dire, c'est ça le problème. Le problème, le Mais aussi Maroc, du Sénégal, hein. excusez-moi, le Maroc a pensé que il pouvait faire une espèce de razzia, Mais pas du entrer en Mais attends. puisque je connais certains chefs d'État. Ça, c'est la rumeur. Et Non, je c'est pense- pas la rumeur. Non. Attendez, ils ont qui a été consulté. À un Ça moment s'inscrit donné, ça s'inscrit quand même on dans nous a une logique. Non, je pense que non. Le retour Alors, à l'Union j'ai pas africaine fini. Oui, mais et bien ensuite sûr, mais c'est logique. Attends, réintégrer un espace peux me économique. permettre- Qu'est-ce Non, que vous qu'est-ce laissez que Kwame pas une Nkrumah il y a une disait? logique. Qu'est-ce que Non, non. Kwame Nkrumah disait? Non. L'Afrique doit s'unir. Il faut bien commencer à un moment ou à un autre. On ne Oui, va pas rester là mais à c'est dire. pas une question d'unité. Mais c'est Le- aussi une- le mais- mar- mais il non, faut non, unir les non, c'est marchés. une question de profiter d'un marché Oui, de mais c'est manière normal. unilatérale. Oui, mais Mais Marie-Roger. parce Est-ce que- que je peux argumenter? Est-ce que les- Le Maroc se dit hub. Est-ce que vous savez que le Maroc... Il ne est- se dit plus hub, le- il est devenu hub. Il se dit hub. Alors, est-ce que vous savez que le Maroc a un accord de libre-échange avec l'Union L'Union européenne européenne, depuis oui. 2002? bien Est-ce que vous savez aussi que le Maroc a un accord de libre-échange avec les États-Unis depuis 2004? Oui. À partir du moment où ils sont membres de la CEDEAO, c'est-à-dire que la frontière, il y a cette frontière extérieure, ces tarifs extérieurs communs. Ça veut dire que la frontière de l'Afrique, ce sera là-bas. Les Américains, les Européens, ils entrent tous dans la CEDEAO. Et actuellement, ce qui se passe... Non, 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 mais c'est la vérité. je peux- Actuellement, oui, non, mais si je je peux me désolé, ça permettre, se passe pas actuellement, comme ça, ce qui je se suis passe, désolé. Ça les se passe pas pays, comme ça. le Maroc Si, veut ouais. écouler... veut écouler les produits de différents pays, comme j'ai dit, Oui, de oui, l'Europe, etc., d'accord. alors que les Africains, eux, ne peuvent pas le peuvent faire pas. en sans Bien entendu. Est-ce que Mais le ça, Maroc c'est- va c'est donc aux accepter- Africains de Non, non. s'organiser. Est-ce que le Maroc Oui, va mais- accepter C'est la donc aux libre- membres la traditionnels libre de la circulation- CEDEAO de Marie- s'organiser. Marie-Roger. Est-ce que le Maroc va Attendez, accepter la Marie-Roger. libre circulation Mais on peut des parler, personnes Marie-Roger. Hassan Diop. Attendez, va mais- accepter que les Africains aillent là-bas, circulent, aillent en... Mais c'est le Est-ce que seul pays, alors, voilà. c'est le pays du Hassan Maghreb Diop. qui est en train de Hassan Diop, comment régulariser des personnes. les membres C'était de un pays la d'immigration, CEDEAO c'est devenu un pays Alors, d'immigration. s'organiser. D'abord, Bon, Marie-Roger, tous les problèmes que tu soulèves, à savoir la viabilité d'un tel partenariat, l'équité d'un tel partenariat, a été au centre ce 27 juin d'une réunion en présence de la Commission économique de l'Afrique, pour l'Afrique de l'ONU. Et cette réunion se tenait à Cotonou, c'est-à-dire évaluer le pour et le contre sur les aspects économiques. Et le résultat. Alors, le résultat, évidemment, est attendu. Ah, ben mais oui, donc, oui. mais tout à fait, c'est pris en compte. Mais je veux dire que Marie-Roger, de toute façon, lorsque le Maroc, lorsque la Tunisie, lorsque tous ces pays-là se tournent vers la CEDEAO, c'est qu'ils y trouvent leur intérêt. Et quel est Évidemment, l'intérêt de la ils vont pas CEDEAO? le faire. C'est bien ça Non, qu'il mais faut ils ne vont pas. définir. Marie-Roger, Non, mais ils Marie-Roger, ne vont pas le faire. définir Le tout est de créer des règles du jeu pour que tout le monde soit gagnant. Non, et puis Mais les règles du jeu, il faut quand même préciser que le Maroc a été le seul pays du Maghreb à Mais régulariser bien sûr, mais- des oui. centaines de migrants Non, mais subsahariens. je pense Ils qu'il ont faut fait avoir ça. une vision. Ils ont fait ça, mais est-ce qu'ils sont d'accord pour qu'il y ait le libre-échange, la libre Il faut circulation aujourd'hui dans le À la contexte CEDEAO actuel de fixer les règles. Au- Bien sûr, mais parce contexte que, actuel- mais parce que les pays sont libres de Malik dire Diawara. les pays sont libres de dire que voilà les règles, etc. Le Maroc ne peut obliger personne. La preuve, les Sénégalais ont posé la question de savoir qu'est-ce qu'on y trouve. Il faut y faire attention à ceci ou cela. Et puis je conteste le fait que tu dises que Demande au excuse-moi, patronat sénégalais. excuse-moi. Ils sont Non. toujours contre cette Oui, mais initiative. attends, Voilà. mais le patronat sénégalais veut discuter sur des éléments concrets pour que les conditions d'entrée du Maroc dans la CEDEAO ne se passent pas n'importe comment, une C'est pour ça adhésion qu'il a simple, fixé des- etc. il a fixé des parce règles. qu'aujourd'hui, sur La beaucoup Tunisie de est points, observateur, mais le Maroc et la Mauritanie demandent une adhésion
total. Oui, mais en fait, par exemple, quand on voit un pays comme la Tunisie qui veut rentrer dans la CEDEAO, on peut quelque part, je dirais, s'interroger, entre guillemets, parce que tous les éléments Maroc, historiques pareil, que j'ai dit, il y a parce que pas de bon, continuité. voilà, à mon avis, voilà. On va passer, si vous voulez, on va donner la parole à Malik Diawara, qui est le rédacteur en chef du Point Afrique. Que faut-il retenir de ce hors-série spécial Afrique? Alors, le hors-série s'installer en Afrique donc, est un guide pratique pays par pays, dont l'objectif est de permettre en fait à toutes les personnes qui s'intéressent à l'Afrique pour travailler, pour investir, pour entreprendre ou pour étudier, de se faire une idée la plus précise possible pour pouvoir y aller et ne pas se retrouver coincé, je dirais, d'un bureau à un autre et à ne pas savoir comment s'y prendre. Évidemment, on a adopté une approche globale pour expliquer globalement quel est donc l'environnement, et après on a fait des fiches pays par pays. C'est un document extrêmement pratique qui n'est pas qui veut vraiment permettre de promouvoir l'Afrique au sens concret du terme, y compris pour que les Africains d'un pays puissent aller dans un autre pays, parce qu'on est aussi dans une logique d'intégration. C'est pas seulement pour que les gens qui sont à l'étranger viennent, c'est pour que les Africains puissent circuler aussi entre les pays. Ça sera utile pour les vacances, Hassan Diop et Marie-Roger pour les Bilois. vacances, voilà. C'est la fin Ça prouve que l'Afrique intéresse. C'est la fin d'Afrique Presse. Merci à vous, Malik Diawara du Point Afrique. Merci à Hassan Diop de Radio France Internationale et à Marie-Roger Bilois d'Africa International. Vous pouvez revoir et réécouter cette émission sur les sites de RFI et de TV5 Monde, ainsi que sur l'appli TV5 Monde Afrique. Toute l'équipe du magazine vous donne rendez-vous le 8 septembre.